Donc aujourd'hui, ce que je veux faire, ce que je veux réaliser comme ce que j'ai comme objectif, c'est de passer en revue les résultats brièvement. On va mettre, étant donné que c'est le webinaire francophone, on va mettre un peu l'emphase un peu plus sur le Québec que les autres provinces. Mais néanmoins, je vais essayer de donner une vue globale un peu des résultats à l'ensemble, sur l'ensemble du pays. Et aussi, dans un deuxième temps, aller un peu plus en profondeur et puis analyser les facteurs qui sont derrière la hausse de la valeur des terres et peut-être même un peu faire un peu de prévision relative à l'année 2017, donc l'année présente, ce à quoi on peut s'attendre sur les marchés et quel va être l'impact de certaines variables économiques potentiellement sur la valeur des terres pour l'année 2017. Donc, brièvement sur le rapport, celui-ci couvre la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 sans entrer dans les détails de la méthodologie, quoique, bien sûr, à la fin, comme Mathieu le précisait en introduction, il y aura une période de questions et réponses. Donc, ça me fait plaisir d'en discuter un peu plus en détail si jamais l'occasion se présente. Mais brièvement, ce que l'on fait, c'est qu'on utilise des terres repères que l'on garde année après année pour, par exemple, évaluer ces terres-là année en année et après ça, être capable de rapporter une variation en pourcentage pour l'année qui nous intéresse, dans ce cas-ci 2016. Ceci étant dit, cette année, on a innové et donc on rapporte non seulement les variations de la valeur pour une province, pour les provinces, mais aussi à l'intérieur même des provinces, en découpant la province en plusieurs régions. On a 51 régions au total à travers le Canada. En fait, et même au Québec, on en a plusieurs. Et ce qu'on a fait aussi en utilisant les terres repères, on a été en mesure de compléter cette analyse-là, donc de faire l'évaluation de certaines terres repères à travers tout le pays et de compléter cette analyse-là en regardant un ensemble de transactions entre 2015 et 2016, donc de transactions effectuées sur le marché, et donc d'être capable de valider l'approche d'évaluation qu'on utilise par des transactions réelles qui ont été effectuées sur le marché. Donc ça nous donne un certain degré de confiance relativement aux résultats que l'on rapporte aujourd'hui ou dans le rapport. Donc, à l'échelle nationale, si on regarde la moyenne pour chaque province, celle-ci, je devrais dire, est une moyenne pondérée. La moyenne nationale est aussi une moyenne pondérée par les superficies cultivables. Donc, dans une province où on aura une plus grosse superficie de terres qui peuvent être cultivées, bien, cette province-là aura un poids plus gros pour la moyenne nationale. Et on applique aussi la même méthodologie à l'intérieur même d'une province. Donc, dans une province, si jamais il y a une région qui représente une concentration plus élevée de terres cultivables, bien, cette région-là aura un poids plus élevé dans la moyenne provinciale. Donc, j'y reviendrai lorsqu'on discutera des résultats du Québec, par exemple. Donc, à l'échelle nationale, on parle d'une augmentation en 2016 par rapport aux valeurs moyennes en 2015 de 7,9. Le Québec est en plein, là, je dirais, dans la moyenne nationale à 7,7. Comme je le disais, donc, étant donné la pondération au moyen des superficies cultivables, bien, les provinces des prairies, que ce soit l'Alberta, la Saskatchewan ou encore le Manitoba, bien, ont un poids plus élevé dans la moyenne nationale que, par exemple, les provinces de l'Atlantique. Ceci étant dit, il y a une province qui a enregistré une augmentation dans les deux chiffres, c'est du Prince-Édouard, à 13,4. On a eu une augmentation plus faible en Ontario, 4,4. Un des faits saillants, si vous voulez, du rapport, c'est que pour la troisième année consécutive, on a une diminution du rythme d'augmentation de la valeur des terres agricoles. Donc, on peut partir de 2013 à 2014, 2015 et maintenant 2016, et on voit ici le rythme d'augmentation diminuer. Ça, c'est à l'échelle nationale. À l'échelle provinciale, le Québec et l'Ontario, c'est la même tendance que l'on observe. En fait, c'est la quatrième année consécutive que l'on voit l'augmentation de valeur des terres, elle, diminuer. Donc, après des augmentations très, très fortes, 2012 et 2013, là, aux alentours de 20 et on arrive avec des augmentations qui sont moindres, mais qui sont toujours, dans le cas du Québec, certainement à 7,7 qui peuvent être toujours considérées assez élevées si on se place dans une perspective historique et qu'on retourne là, dans les 30 dernières années. Donc ça, ce sont les résultats à l'échelle nationale. Si on regarde maintenant les résultats à l'échelle régionale, c'est la première année que l'on le fait. Donc, on a la possibilité maintenant, en révisant le système de terre repère que l'on utilisait depuis plusieurs années et aussi en complétant avec des transactions que l'on peut compiler, qui ont été effectuées sur le marché. On a été en mesure cette année de rapporter des variations à l'échelle régionale. Donc, ça nous permet une étude plus approfondie et plus détaillée
des tendances à l'intérieur même d'une province. Alors, je vais y aller par groupe de provinces. Je vais peut-être passer un peu plus de temps ici sur les 3 prochaines provinces. Je présenterai très brièvement le détail pour les autres provinces, mais n'oubliez pas que le rapport lui-même, avec toutes les cartes que je vais vous présenter, ça est disponible sur le site web fac.ca. Vous pouvez facilement consulter ce rapport et avoir le détail et prendre le temps de consulter les détails pour chaque province. Ensuite, on regarde maintenant pour le Québec, en haut de la diapositive, avec le Manitoba dans le bas à gauche et l'Ontario dans le bas à droite. Et on voit que pour le Québec, la moyenne, comme je le disais, était de 7,7 donc qui correspond à la moyenne nationale. Et on voit qu'il y a une certaine variation à l'intérieur même de la province. Bien sûr, le centre du Québec, la Montérégie vont avoir un poids plus important dans la moyenne provinciale. Et vous voyez que la moyenne pour la Montérégie, le centre du Québec, 10,8 9,2 donc, on parle des régions où le prix des terres est sensiblement le plus élevé à l'intérieur de la province. Et on met une augmentation qui est quand même assez appréciable, là, de 9,2 par exemple, en Montérégie. On a deux des régions ou des 10 régions au Québec qui n'ont enregistré aucune hausse en moyenne. On parle de Mauricie, Portneuf, Laurentides, Lanaudière. À l'échelle nationale, je le disais précédemment, on a 51 régions. Il y a 7 régions des 51 qui ont enregistré aucune hausse, donc qui ont une stabilité au niveau de la moyenne de la valeur des terres de 2016 à 2015. Donc, quand même, beaucoup de différence à l'intérieur même de certaines régions. Donc, on va de l'Outaouais à 4,2 par exemple, à une région comme le Saguenay-Lac-Saint-Jean à 16,2 Donc, une certaine variabilité. Et le Québec est une des 3 ou 4 provinces qui a enregistré une plus grande variabilité même à l'intérieur de la province. L'Ontario, par exemple, si on compare à l'Ontario dans le bas à droite, je viens de la diapo, et on voit que la variabilité à l'intérieur de la province, on a beaucoup plus d'homogénéité, une moyenne provinciale de 4,4 et des taux de variation qui vont dans ces alentours-là, autour de 4,4, autour de la moyenne, alors qu'il y a une plus grosse dispersion, je dirais, autour à l'intérieur même de la province du Québec. Si on regarde maintenant dans l'Atlantique, on a des résultats qui sont assez homogènes, je dirais, certainement pour la Nouvelle-Écosse et l'île du Prince-Édouard, alors qu'on a un peu plus de différence à l'intérieur du Nouveau-Brunswick où il y a une région sur 3 qui a enregistré une hausse, l'ouest de la province au Nouveau-Brunswick, alors que les 2 autres régions n'ont pas enregistré de hausse. Alors qu'en Nouvelle-Écosse, à l'île du Prince-Édouard, une hausse significative à l'île du Prince-Édouard en raison de plusieurs transferts ou en fait d'un intérêt pour les acheteurs, pour les terres qui sont disponibles à l'île du Prince-Édouard, des superficies, somme toute, qui sont quand même moindres que dans certaines autres provinces, qu'on pense au centre du Québec ou encore même dans les prairies. Donc, le fait d'avoir des superficies limitées, lorsqu'on a un peu plus d'acheteurs qui se présentent pour saisir des occasions, mais ça fait effectivement monter les prix comme vous le voyez présentement. Côté des prairies, et de l'Ouest canadien, si on pense à la Colombie-Britannique, l'Alberta et la Saskatchewan, bien, on a des résultats qui sont quand même assez variables. Si on regarde du côté de la Saskatchewan, on peut diviser la province finalement de l'ouest de la province et l'est de la province. Et on regarde les augmentations ont été beaucoup plus significatives dans l'ouest de la province que dans l'est de la province. On y voit dans les deux chiffres même pour le sud-ouest de la province dans le Saskatchewan. En Alberta, on a eu un peu plus d'homogénéité, dans le sens que les résultats sont un peu moins dispersés. Néanmoins, malgré le ralentissement qui existe toujours dans le secteur de l'énergie, qui avait poussé à la hausse le prix des terres dans les années passées, et on voit qu'il y a une certaine résilience du côté agricole parce que le prix des terres a augmenté de façon assez significative, supérieure à la moyenne nationale là, pour l'Alberta. Et après plusieurs années où il y avait une certaine stabilité en Colombie-Britannique, mais ça fait 2 ans maintenant qu'on observe une augmentation assez appréciable parce qu'on parle d'une moyenne de la valeur des terres en Colombie-Britannique qui est quand même assez élevée. Donc, ça fait 2 ans qu'on a quand même une certaine augmentation en Colombie-Britannique que je qualifierais d'appréciable. Et ça fait le tour des résultats. Comme je le disais, j'ai passé très vite, mais par contre, vous avez tous ces résultats-là qui sont disponibles sur le site web et que donc vous pouvez étudier à votre propre rythme. Ce que je voudrais faire pour le 15 à 20 minutes qui va suivre, c'est de vraiment faire le tour des facteurs et que je dirais économiques à surveiller pour 2017, ce qui explique les variations qu'on a enregistrées en 2016 et des choses aussi ou des facteurs à surveiller pour l'année 2017. Premièrement, j'aime toujours présenter ce graphique-là parce que ça fait état des revenus agricoles au niveau national.
Alors, si on regarde de 2005 à 2015, on a eu 10 années où on a pratiquement doublé le revenu agricole dans le secteur des grandes cultures, en fait, ou le secteur végétal. On a plus que doublé les revenus au niveau national en 10 ans. On a pratiquement ajouté 2 milliards de dollars dans le secteur végétal année après année, en moyenne, pendant 10 ans. 2 milliards de dollars de revenus annuellement, en moyenne, pendant 10 ans. Donc, on a eu une croissance phénoménale de ce côté-là, du côté végétal. On a eu une croissance aussi du côté animal, un peu plus modeste par contre, mais néanmoins, on a eu une croissance qui fait en sorte que lorsqu'on regarde le secteur agricole dans son ensemble, on a eu une croissance que je dirais absolument spectaculaire parce que c'est pas quelque chose qu'on a vu nécessairement souvent. Si on retourne là, même au début des années 30, aussi loin qu'on peut retourner lorsqu'on a des données sur le revenu agricole, on n'a pas eu des périodes de 10 ans où on a effectué, où on a enregistré une croissance aussi solide. Donc, sur 10 ans, on a une croissance très solide. Et puis maintenant, je pense qu'on a atteint un certain sommet. Et le défi maintenant des prochaines années, ça va être de construire sur les années de croissance qu'on a eues, d'être capable de maintenir le revenu agricole à un niveau qui est pratiquement un record. Si on regarde 2015, la dernière barre en bleu à l'extrême droite du graphique, vous voyez qu'on a atteint le record. 2016 et 2017 sont colorés en rouge ou orange parce que ce sont encore des prévisions. On n'a pas finalement les données officielles pour 2017. Il ne manque que quelques mois. Donc, somme toute, on est assez confiant de voir que la prévision va être très, très proche. La réalité va être très, très proche de la prévision que vous voyez présentement. Et on s'attend à une légère diminution de l'ordre de 1 à 2 du revenu agricole au Canada par rapport au record enregistré en 2015. Pour 2017, on parle encore d'une certaine stabilité, une diminution de moins de 1 si je me souviens bien, par rapport à 2016. Donc, le défi, c'est maintenant de soutenir ce revenu agricole-là, le revenu record qu'on a atteint dans les dernières années. On a atteint un revenu record parce qu'on a augmenté la production, oui, mais ça a été aussi poussé à la hausse par des prix qui ont augmenté rapidement. Et là, maintenant, on se retrouve dans une situation où les prix commencent à diminuer, ont déjà commencé à diminuer, en fait, 2015, 2016. Et pour 2017, bien, lorsqu'on parlera de prévision, vous verrez un peu aussi, on s'attend à ce que les prix n'augmentent pas nécessairement. Donc, si on est pour faire augmenter les revenus, ça va nécessairement provenir, dans ce cas-là, d'une augmentation de la productivité à la ferme, et donc on y reviendra dans une seconde. Donc, ça, c'est au niveau national, le secteur agricole dans son ensemble. Ce que je vais faire dans les prochaines diapos, parce que vraiment le revenu est un élément clé lorsqu'on parle de valeur des terres et de soutenir la valeur des terres. Donc, ce que je vais faire dans les prochaines diapos, c'est donner deux exemples. Un exemple pour le Québec et aussi l'exemple de la Saskatchewan. Et en fait, toutes les provinces, en fait, vont se retrouver dans une ou l'autre des situations à différents degrés. Donc, en mettant l'emphase sur le Québec et sur la Saskatchewan, ça permet de mettre en évidence deux situations qui sont quand même assez différentes, similaires, mais néanmoins différentes. Et on peut penser que, en fait, vous pouvez dire que la situation des autres provinces va être, dans une certaine mesure, va se rapprocher de une ou l'autre de ces provinces-là. Donc, si on regarde pour le Québec, je le disais tantôt, on a un certain nivellement des revenus agricoles euh, au niveau national en 2016. Mais si on regarde 2016, on va avoir une année record dans le secteur végétal. C'est dû à plusieurs raisons. Certains secteurs ont connu une croissance assez importante au niveau de la production. Je parle de canneberge, par exemple, au niveau des revenus dans le secteur horticole, le secteur des grandes cultures aussi, pas une année relativement bonne. Donc, somme toute, lorsqu'on fait l'addition de tout ceci, on se retrouve probablement, parce qu'encore une fois, ça reste une prévision, parce qu'on n'a pas les données finales, mais ça reste une année record où le revenu dans le secteur végétal par rapport à en 2016 par rapport à 2015 va avoir augmenté probablement de l'ordre de 10, 11, 12 Donc, une augmentation très forte en 2016, ce qui, bien sûr, a poussé à la hausse la valeur des terres en 2016. Si on regarde pour 2017, la prévision est de revenir un peu en deçà du record de 2016. Et par contre, on reste à un niveau très élevé. Là, on est toujours au-dessus du niveau atteint en 2015 et du record précédent de 2013. Donc, des recettes qui sont projetées à être très fortes pour 2016 et 2017. Et lorsqu'on met ces recettes-là ou ces revenus-là en lien avec la valeur des terres, bien voici dans la situation à laquelle on se retrouve. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur ce graphique-là et je pense que c'est important de prendre le temps de bien comprendre ce qui se passe. Alors, vous avez deux choses. Du côté gauche, on prend la valeur moyenne des terres telle que rapportée par Statistique Canada et on applique le pourcentage d'augmentation que nous, chez FAC, nous rapportons pour 2016 et notre prévision pour 2017. Donc, vous voyez l'encadré en pointillé à l'extrême droite du graphique. Ça représente des prévisions pour 2016 et 2017. Vous avez la valeur des moyennes d'une terre au Québec
parce que c'est encore la situation du Québec à l'extrême gauche. Vous avez le revenu moyen dans le secteur végétal, dis-je bien, par acre, mesuré à l'extrême droite. Et vous avez deux lignes, donc vous avez le revenu moyen qui est la ligne orange, et vous avez la valeur moyenne des terres qui est la ligne bleue, donc mesurée encore une fois à la gauche du graphique. Et vous voyez que pendant 20 ans, pratiquement 20 ans, de 1992, on aurait pu remonter là, plus loin, pendant près de 20 ans, de 1992 à 2012, on avait une certaine similitude et les deux, le revenu moyen et la valeur moyenne, augmentaient généralement au même rythme. Et depuis 2012, on a une certaine séparation, une augmentation plus rapide de la valeur des terres par rapport aux revenus. Et donc, la question, bien sûr, lorsqu'on présente un graphique comme ceci, c'est de dire est-ce que c'est est-ce que c'est quelque chose dont on doit s'inquiéter pour le futur? La réponse est, pour moi, est non. Je vais vous dire pourquoi. Première des choses, l'écart que vous voyez entre la valeur moyenne des terres et le revenu moyen, l'écart ne doit pas être pris en tant que tel comme plus l'écart est grand, plus c'est problématique. Parce que j'aurais pu changer l'échelle de mesure à gauche et à droite, de mesurer, mettre par exemple l'échelle de mesure pour le revenu de 0 à 800 ou de. J'aurais pu changer cette échelle de mesure-là et on serait retrouvé avec un graphique différent, donc avec une photo différente. Le point derrière ce graphique-là, ça, je pense que c'est bien de le préciser puis de mettre l'emphase sur celui-ci, c'est de dire que le rythme d'augmentation est différent. L'écart en tant que tel ne veut pas dire grand-chose. Comme je le disais, on pourrait changer l'échelle de mesure, puis on aurait un écart plus petit ou plus grand. Ce n'est pas nécessairement qu'il existe un écart ou la taille de l'écart, c'est qu'il existe un certain écart. Et le rythme d'augmentation de la valeur des terres a dépassé le rythme d'augmentation des revenus moyens dans le secteur végétal. Et ça, c'est quelque chose que l'on doit surveiller. Donc, je ne pense pas qu'on doit s'en inquiéter présentement, étant donné les conditions actuelles sur le marché, mais c'est quelque chose qu'on doit surveiller. Qu'est-ce qu'on doit surveiller? Les revenus. Dans la mesure où on va être capable de maintenir les revenus, comme je le présentais à la diapositive précédente, dans la mesure où on est capable de maintenir les revenus à un niveau très élevé, sans nécessairement les augmenter aussi vite qu'on l'a fait dans le passé, peut-être venir les augmenter au rythme de 1 à 2 qui représentent les gains de productivité dans le secteur végétal là, sur une longue période de temps. Si on est capable de les augmenter à ce rythme-là, en ayant des prix relativement stables, je pense qu'on va être capable de soutenir la valeur des terres que l'on voit présentement sur le marché. Et si jamais on en venait qu'à venir avoir une diminution des revenus, plus tard dans la présentation, là, je ferai état des facteurs de risque, si vous voulez, et si on en venait qu'à avoir une certaine diminution des revenus, et c'est là que peut-être il y aurait certaines pressions à la baisse sur la valeur des terres. Mais dans le contexte actuel, on pense pour 2017, nous, la prévision est de voir une augmentation aux alentours de 3 à 4 donc de couper en deux, si vous voulez, le rythme d'augmentation qu'on a vu en 2016, d'avoir une augmentation peut-être un peu plus près de 3 que de 4, mais généralement entre 3 et 4 donc, ça nous permettrait, et ceci sous l'hypothèse que les revenus en 2017 vont être peut-être un petit peu légèrement en bas de 2016, parce que 2016 a été une année record, mais généralement des revenus très élevés par rapport à la moyenne historique. Ceci étant dit, le rythme d'augmentation, le fait que celui-ci a dépassé le rythme d'augmentation des revenus, mais s'explique aussi par des perspectives qui sont différentes en agriculture qu'elles l'étaient dans le milieu des années 90. On a des attentes plus élevées maintenant pour le secteur agricole et le secteur végétal dans son ensemble, en raison de la demande pour les produits agricoles qui continue d'être très forte sur les marchés. Donc, on a des attentes de croissance, des perspectives de croissance qui sont plus fortes, et donc, on voit que sur le marché, ça se traduit par une augmentation du prix qui est plus élevée que ce qu'on a vu dans le passé et qui n'a pas nécessairement, ou qui a en quelque sorte dépassé quelque peu le rythme d'augmentation du revenu moyen. Donc, ça, c'est quelque chose à surveiller pour les années futures parce qu'on ne peut pas de façon continue et pour plusieurs années encore, voir un rythme d'augmentation de la valeur des terres qui va venir dépasser le rythme d'augmentation du revenu moyen dans le secteur végétal. Ça ne serait pas soutenable à long terme. On a probablement atteint le haut du plateau dans ce cas-ci. On devrait voir le rythme, la valeur des terres se stabiliser. Et si on est capable de maintenir, bien sûr, comme je le disais, je pense que plusieurs fois, mais je pense que c'est important de le spécifier, si on est capable de maintenir le revenu dans le secteur végétal. Je parlais tantôt de faire un parallèle avec, par exemple, une autre province, parce que si vous voulez, l'Ontario est dans une situation comme le Québec. Je dirais même que le rythme d'augmentation en Ontario, lui, a été même encore un peu plus fort. La différence entre le rythme d'augmentation de la valeur et le rythme d'augmentation des revenus
a été encore un petit peu plus fort en Ontario qu'il l'a été au Québec. Et donc, pour cette raison, on voit encore un petit peu plus de différence, si vous voulez, entre la valeur moyenne des terres et le revenu moyen. Et plus on se déplace vers l'ouest du pays, et plus on voit que la situation, elle, revient un peu plus à la normale. C'est-à-dire que si on regarde en Saskatchewan, par exemple, on a une photo différente de ce que ça a été le Québec. Par exemple, on regarde le revenu dans le secteur végétal pour la Saskatchewan. On a une année en 2016 où on était en bas du record atteint en 2015. Donc, au lieu d'avoir une croissance de l'ordre de 10-11 comme pour le Québec, on prévoit une légère diminution de l'ordre de 4 à 5 pour la Saskatchewan. On a eu des ennuis au niveau de la météo, des ennuis au sujet des problèmes de qualité des cultures, etc. Et donc, ça s'est reflété par des prix qui ont été moindres. Et bon, on s'attend à une diminution du revenu. 2017, on s'attend à une certaine croissance, mais peut-être en deçà du record qui a été établi en 2015. Si on fait le même exercice et on regarde la valeur moyenne des terres telle que rapportée par Statistique Canada et on applique le pourcentage de croissance de notre rapport FAC sur la valeur des terres et on met à gauche, on mesure la valeur moyenne des terres, qui est la ligne bleue, et on met ceci, on met l'évolution de la valeur des terres par rapport au revenu moyen. On voit deux lignes, puis même on voit un revenu moyen qui a augmenté plus vite que la valeur des terres, là, je dirais des années 2006 à 2012, et on voit la valeur des terres qui a rattrapé. Donc, il y a eu un phénomène de rattrapage, alors qu'au Québec, par exemple, on a vu un phénomène où la valeur des terres a augmenté au même rythme très vite, et même a légèrement dépasser, si vous voulez, le rythme d'augmentation pour le revenu. Donc, on a une situation différente où on se retrouve, et encore une fois, de voir les deux lignes au même point, ce n'est simplement qu'une question d'échelle de mesure. Donc, il ne faut pas faire état de trop ceci, mais juste en regardant le rythme d'augmentation, on peut voir que le rythme d'augmentation a été sensiblement similaire, et je dirais même là, des années 2006 à 2012, 2013, on a eu une augmentation plus vite, si vous voulez, du revenu moyen que de la valeur des terres. Et donc, il y a un phénomène, c'est pour cette raison qu'on voit qu'il y a un phénomène de rattrapage, si vous voulez. On voit encore l'augmentation de la valeur des terres dans les provinces des prairies être assez rapide, assez plus près de 10 parce qu'on a un certain rattrapage de ce côté-là, comparativement à certaines autres provinces, le Québec et l'Ontario, par exemple. Donc, comme je le disais, on met beaucoup l'emphase sur le revenu dans le secteur végétal. Et si on regarde, par exemple, le secteur des grandes cultures, bien, il y a quelques facteurs à surveiller pour l'année 2017-2018. Je pense que la règle générale, ou en fait la tendance générale, c'est de voir la production globale qui est à la hausse. On regarde maintenant les récoltes du côté de l'Amérique du Sud. On arrive avec une augmentation très appréciable, que ce soit maïs et soya du côté du Brésil, du côté de l'Argentine. Ça met énormément de pression sur la force de la demande, c'est-à-dire d'avoir une demande forte pour être capable d'écouler tous ces biens-là. Et aussi met une certaine pression ou un peu d'incertitude. Le marché devrait être un petit peu plus volatile peut-être dans l'été 2017 parce que on attend de voir quelle va être la météo. Et si on avait avec des perspectives météorologiques très favorables, par exemple pour les États-Unis ou le Midwest américain, on pourrait anticiper une augmentation de la production plus appréciable que ce que les marchés ont anticipé présentement. Et donc ça pourrait créer un petit peu de volatilité sur les marchés. Regardez un peu, je disais, production grimpe partout, mais si on regarde par exemple la situation aux États-Unis, on arrive en fait, et puis ça illustre la force de la demande, entre autres. On arrive où, en 2017-2018, avec une légère diminution du ratio stock-utilisation, une légère diminution prévue du ratio stock-utilisation aux États-Unis. C'est fonction de quoi? C'est fonction d'une diminution des ensemencements aux États-Unis, j'y reviendrai tantôt, et en fonction des inventaires qui sont prévus à être disponibles à la fin de l'année de mise en marché 2017. Mais si on rajoute la production 2017 par-dessus ceci, la demande reste assez forte, qu'on arrive un certain nivellement de la quantité de maïs disponible sur le marché. Et ça, ceci, c'est sous les hypothèses que les ensemencements de maïs aux États-Unis vont diminuer de l'ordre de 4 à 5 Alors, si on met tout ceci en lien, vous avez ce que nous, on utilise comme modèle de prévision de profitabilité pour les grandes cultures dans l'Est du Canada. Donc, vous avez le maïs et le soya. Vous avez certaines hypothèses liées au rendement. Donc, si vous êtes dans une région avec des rendements plus élevés, bien sûr, vous pourrez avoir une marge de profit plus élevée. Si vous êtes dans une région avec des rendements plus bas, votre marge de profit va être plus bas parce que tout ceci est exprimé en dollars par boisseau. Donc, faire la conversion, on a 40, si je me souviens bien, autour de 40 tonnes de maïs dans une tonne. 40 boisseaux de maïs dans une tonne métrique.
travaille par boisseau parce que ça nous permet d'avoir une certaine uniformisation à travers le pays. Mais ceci étant dit, on voit qu'il y a quand même une marge de profit. Si on fait la différence entre la ligne noire et la barre bleue pâle, qui est le coût total de production par boisseau, donc c'est une hypothèse de rendement moyen, on voit que pour l'année 2017-2018, pour la récolte 2017, on voit qu'il y a une certaine profitabilité pour le maïs, une profitabilité encore beaucoup plus élevée pour le soya. Ceci fait en sorte qu'on arrive avec des prévisions d'ensemencement. Je dis une diminution des ensemencements de l'ordre de 4 aux États-Unis, une augmentation des ensemencements de l'ordre de 7 pour le soya. On a tout le temps surestimé, si vous voulez, dans les dernières années, je ne devrais pas dire tout le temps, mais dans les dernières années, on a tout le temps surestimé la diminution des ensemencements de maïs. Ça fait quand même quelques années, par exemple, ceci c'est pour, comme je disais, l'Est canadien. Aux États-Unis, en ce moment, on n'est pas encore capable de couvrir le coût de production pour le maïs. On a une diminution importante du prix du maïs depuis quelques années. En ce moment, il est environ aux alentours de 35 en bas de sa moyenne de 5 ans. La raison pour laquelle nous, ici au Canada, particulièrement au Québec ou en Ontario, on est capable d'avoir une profitabilité, c'est parce que le dollar canadien a perdu énormément de valeur par rapport au dollar américain dans les dernières années. Et ça, j'y reviendrai comme facteur de risque. Je pense que la valeur du dollar canadien ou le taux de change entre le dollar canadien et le dollar américain reste le facteur de risque numéro un à surveiller. Et donc, on regarde profitabilité pour le maïs plus faible, profitabilité pour le soya plus élevée. Ça ne me surprendrait pas qu'au fur et à mesure qu'on avance dans l'été et qu'on a des rapports relatifs aux superficies réelles d'ensemencement, que l'on voit que la diminution des ensemencements aux États-Unis n'a pas été aussi forte que l'on le prévoyait maintenant. Donc, étant donné qu'on prévoit une forte diminution des ensemencements, on arrive avec une certaine profitabilité pour le maïs, mais si on en venait qu'à avoir les ensemencements diminuer moins que le 4 que vous voyez présentement, probablement que ça pourrait amener le prix du maïs à la baisse et de rendre un peu plus serré, si vous voulez, les marges de profit dans le maïs, alors qu'il y a encore des perspectives de croissance importantes. La demande sur le marché extérieur, la demande pour de la Chine, etc., pour tout ce qui est oléagineux reste très, très, très forte. On a une poussée des ensemencements. On va avoir une poussée des ensemencements de soya là, dans l'Ouest canadien, le Manitoba, les superficies vont augmenter énormément. Ça va être dans les 2 chiffres en termes d'augmentation en pourcentage des ensemencements dans le Manitoba. Donc, on va garder un œil sur jusqu'à comment on va voir ou quelle va être la quantité d'augmentation pour le soya sur le marché nord-américain, pas juste ici au Canada, mais bien sûr aussi aux États-Unis, où on s'attend là, en ce moment, la dernière prévision du USDA, le département de l'agriculture américain, dit une augmentation de l'ordre de 7 Le dollar canadien est la variable, sans exagérer, est la variable à surveiller. Présentement, nous nous attendons à ce que le dollar reste aux alentours de 75 sous. J'y reviendrai tantôt lorsque je parlerai de la santé de l'économie canadienne, puisque ça a un impact aussi sur les taux d'intérêt. Mais étant donné le dernier rapport sur la politique monétaire de la Banque du Canada, il semble-t-il qu'on a une croissance économique un peu plus forte de ce à quoi on s'attendait pour 2017. Et donc, sans parler de hausse de taux d'intérêt prochaine, le marché va anticiper une hausse un peu plus vite des taux d'intérêt au Canada qu'il ne l'anticipait auparavant. Et ça va garder le taux de change plus près de 75 sous que je dirais un peu plus au-dessus de 75 sous qu'en dessous de 75 sous. On ne pense pas, nous autres, que le pétrole va augmenter de façon significative. La demande reste assez forte pour le pétrole, mais la production augmente encore malgré les coupures de production de l'OPEP, etc. On voit des pays comme les États-Unis augmenter légèrement leur production de pétrole et ça va garder le prix du pétrole relativement stable. Les taux qui sont légèrement à la hausse, les taux d'intérêt légèrement à la hausse, j'y reviendrai dans une seconde. Donc, pour nous, ça veut dire $1 à 75 sous. La raison pour laquelle c'est important pour l'année 2017. La raison pour laquelle c'est important, c'est que si on regarde maintenant, je change tout et je mets tout en revenu par heure, encore une fois, en faisant certaines hypothèses liées au rendement, certaines hypothèses liées à la structure de coûts. Si on est une entreprise qui est plus mature, on va avoir des coûts fixes moins élevés comparé à une entreprise qui va être en expansion et qui va avoir des emprunts plus significatifs. Donc, ça va faire monter la structure de coûts. Et donc, ce qui est important, c'est de voir la tendance. Et alors, si je prends la valeur actuelle du dollar qui est autour de 75 sous, qui est notre hypothèse de prévision pour l'année 2017, et même si ça a été le cas là, depuis les derniers mois, ça fait quand même quelques mois que l'on a notre prévision de 75 sous pour 2017. Et si on en venait qu'à avoir une diminution
de la valeur du dollar canadien, donc de 75 sous à 70, vous voyez que le revenu par acre, lui, augmente. Donc, d'avoir une dépréciation du dollar canadien est un facteur qui génère une hausse des revenus dans le secteur végétal. Oui, c'est sûr que certains intrants vont être plus élevés, mais par contre, le revenu, puisque le prix est fixé en dollars américains en premier lieu, donc ramené sur le marché ici en fonction de la base, etc., des conditions sur le marché local, règle générale, une diminution du taux de change, une dépréciation du dollar canadien va faire en sorte que la hausse du revenu va plus que compenser, si vous voulez, la hausse du prix des intrants liée à la diminution de la valeur de notre devise. Donc, il y a certains intrants que vous payez en dollars canadiens, que ce soit le prix de la terre, que ce soit la main-d'œuvre, même une partie de l'équipement, etc. Donc, une diminution du dollar est une bonne chose, règle générale, pour les marges de profit. Et si vous allez du côté droit, et c'est là que représente le risque, si on augmente le dollar canadien à 80 sous ou à 85 sous, 85 sous, règle générale, je dirais, est le niveau pour lequel on voit une profitabilité moyenne, le soya maïs, qui est, règle générale, autour de zéro. Alors, on perdrait un peu d'argent, on aurait des marges négatives pour le maïs à 1,85 $. On aurait des marges qui seraient encore positives pour le soya, mais soya maïs, l'un compenserait l'autre et on arriverait, règle générale, autour de zéro. Donc, à 85 sous, étant donné le prix que l'on voit sur le marché présentement, pour moi, 85 sous reste le facteur de risque ou le seuil de risque sur les marchés, le seuil de risque numéro un. Toujours du risque lié au prix des commodités. Comme je le disais précédemment, si on voit une météo favorable aux États-Unis pour les ensemencements et qui se continue dans l'été 2017 et qu'on anticipe une production forte, on pourrait voir les prix réagir assez fortement à la baisse. La demande reste forte, ça c'est la bonne nouvelle. C'est aussi quelque chose qu'il va falloir continuer à surveiller. Du côté de la Chine, par exemple, on importe plus que la moitié de tout le soya qui est transigé au monde. Donc, si jamais on en venait qu'à ralentir de ce côté-là, ça aurait évidemment un impact important sur le prix que vous recevez ici au Canada et au Québec, même si par contre, on n'exporte pas nécessairement beaucoup. Mais ce prix-là que l'on reçoit est influencé, grosso modo, par les tendances globales sur le marché. Si on regarde maintenant le même type de phénomène, alors que si on regarde les cultures pour l'ouest du pays, on arrive à des marges de profit dans les céréales qui sont plus minces, des larges blés, alors que pour le canola, comme je le disais précédemment, tout ce qui est oléagineux a une profitabilité beaucoup plus attrayante que tout ce qui est céréales. Donc, vous voyez, dans l'ouest du pays, c'est pas nécessairement différent de ce qu'on retrouve dans l'est du pays. La profitabilité pour 2017 ressemble énormément à 2016. Quoique 2016, on a eu des problèmes liés à la qualité, on a eu des problèmes liés à la capacité de faire des récoltes. On a encore une certaine quantité de superficie qui n'a pas été récoltée dans l'Ouest canadien. Donc, ceci fait en sorte que ça va pousser à la baisse les revenus en 2016. Et si on regarde les prix, qualité moyenne, etc., on se retrouve avec une situation en 2017 qui ressemble fortement à la situation où on se retrouvait il y a un an, sans savoir quelle sorte de défi on aurait, par exemple, lié à la production ou lié à la météo. Donc, des perspectives de profitabilité qui sont moins élevées que par le passé, mais néanmoins attrayantes si on regarde la moyenne. Comme je le disais, il reste un facteur, parce que pour moi, le facteur numéro un, c'est littéralement, c'est vraiment le revenu agricole et le revenu dans le secteur végétal lorsqu'on parle de valeur des terres agricoles. Si on est capable d'éviter une situation comme les États-Unis, où on a vu une diminution importante du revenu de l'ordre de 2014 à 2015, de l'ordre de 20 on va avoir une autre diminution de l'ordre peut-être de 10 en 2016. Si on est capable d'éviter ces diminutions de revenus-là que l'on a observées aux États-Unis, il ne faut pas se le cacher, on a été protégé en quelque sorte par la faiblesse du dollar canadien, ce qui nous a empêché de subir les mêmes pressions du côté du revenu ici au Canada que l'on a enregistré du côté des Américains. Donc, si on est capable d'éviter ces pressions-là, pour moi, ça reste l'élément clé. Un des deuxièmes éléments, bien sûr, c'est les taux d'intérêt. La faiblesse des taux d'intérêt a contribué, si vous voulez, à la hausse de la demande des propriétaires agricoles. Et puis ça s'est traduit, la hausse de la demande se traduit par une augmentation des prix, bien sûr. Il y a deux choses, il y a une chose à surveiller. Il y a deux choses. Il y a ce que la Banque du Canada fait et dit et fait. Il y a aussi les coûts d'emprunt plus généraux. C'est-à-dire que, comme par exemple, la semaine dernière, lorsque la Banque du Canada émet sa communiqué sur sa politique monétaire, disant la semaine dernière qu'elle allait garder son taux directeur au niveau actuel,
bien, c'est une chose. Mais par contre, les taux d'intérêt auxquels les entreprises font face continuent d'évoluer. Donc, la ligne que vous voyez présentement, c'est pour illustrer le fait que même si la Banque du Canada garde son taux d'intérêt constant, ça fait depuis donc le milieu 2015, là, vous voyez la deuxième flèche rouge illustre la dernière diminution du taux directeur de la Banque du Canada dans le milieu 2015, à l'été 2015. Et puis l'été 2015, on a eu un taux de la Banque du Canada constant, ce qui veut dire que le taux préférentiel est constant. Et si vous avez un prêt à taux variable dans votre entreprise, mais celui-ci est basé sur le taux préférentiel et donc a probablement resté où il est. C'est sûr qu'il peut bouger un peu parce que le taux variable est fonction du taux préférentiel plus un facteur d'ajustement. Et ce facteur d'ajustement-là peut bouger selon les conditions du marché. En règle générale, votre taux variable devrait avoir resté légèrement pareil, identique. Ce qui bouge, par contre, ce sont les coûts d'emprunt. Alors, ça, ce que vous voyez, c'est une moyenne des coûts d'emprunt, taux variable, taux fixe, court terme, long terme, etc. On met tout ça ensemble et on fait une moyenne. Si vous regardez pour 2016, regardez la tendance pour 2016. À la fin 2016, dans le dernier trimestre de 2016, on a atteint un creux historique en termes de coûts d'emprunt moyen au Canada à la fin 2016. Donc, ceci contribue d'une certaine façon, c'est certain, à l'augmentation de la valeur des terres agricoles. On a eu une petite embellie au début 2017, ça recommençait, et ça, c'était fonction de ce qui se passait aux États-Unis. Ce que vous voyez devant vous, c'est fonction de ce qui se passe sur les marchés. Les marchés au Canada réagissent à ce qui se passe aux États-Unis. Aux États-Unis, on est effectivement dans un contexte où on augmente présentement les taux d'intérêt. Vous voyez à l'extrême droite du graphique les deux nuages, les deux cercles ou ovales bleus. C'est pour représenter des prévisions qu'on utilise nous autres pour présentement jusqu'à la fin 2017. On pense qu'il va y avoir une certaine augmentation d'ici le milieu 2017, avec une augmentation un peu plus, peut-être un peu plus vite, un peu plus rapide vers la fin 2017. Mais il faut mettre ça aussi en perspective, c'est-à-dire que même si on avait raison et qu'on arrivait à la fin 2017 avec l'augmentation que vous voyez présentement à l'extrême droite du graphique, on arriverait toujours quand même juste à retourner au seuil où on était au début 2016, qui était de toute façon des coûts d'emprunt qui étaient historiquement bas. Pas un creux historique, mais historiquement, en moyenne, si on remontait à plus loin que 2013, là, on remontait à 20 ans, 25 ans, on a des coûts d'emprunt qui restent énormément ou qui restent très, très bas comparativement à ce qu'on a vu historiquement. Donc, ça reste des coûts d'emprunt très bas. Oui, des prévisions des taux d'intérêt qui vont grimper en fonction de ce que les États-Unis vont faire et on s'attend à ce qu'ils continuent d'augmenter leur taux d'intérêt. À tort ou à raison, il y a un certain optimisme du côté économique aux États-Unis. La Banque du Canada, ici, ne devrait pas changer son taux directeur. Donc, si vous avez un prêt à taux variable qui est fonction du taux préférentiel, celui-ci ne devrait pas changer. Pour 2017, on pense qu'il n'y aura pas d'augmentation du taux directeur de la Banque du Canada. Par contre, début 2018, c'est quelque chose à réévaluer. Parce que, effectivement, si on regarde les derniers mois au Canada, on a eu une performance économique plus encourageante que qu'est-ce qu'on a vu dans dans les 2 dernières années même, je dirais. Donc, ça reste à voir si cette performance-là économique va continuer à se répéter pour la majeure partie de 2017. Et si c'était le cas, bien, probablement que vers la fin 2017, début 2018, on pourrait assister à un changement de la politique de la Banque du Canada. Mais pour l'instant, on s'attend à ce que le taux préférentiel reste le même. Les coûts d'emprunt, c'est des emprunts à plus long terme. On parle d'un produit à taux fixe, 5 ans. On pourrait voir ces produits-là augmenter légèrement, mais encore une fois, si on met tout en perspective, on parle d'une augmentation de 0,5 50 points de base, qui n'est pas nécessairement euh, très, très élevé là, du point de vue historique. Donc, ça, c'est quelque chose à réfléchir, quelque chose à surveiller si on devait voir une certaine augmentation, comme on le pense, pour les coûts d'emprunt. Ceci étant dit, ceux-ci vont rester bas encore en 2017. Il y a certains autres facteurs secondaires aussi que je n'ai pas nécessairement eu le temps de discuter et que je n'ai pas l'intention de le faire, mais si vous avez des questions, ça me ferait plaisir. Le secteur énergétique, surtout dans l'ouest du pays, a une importance sur la valeur des terres. L'étalement urbain, ce qui est assez d'être représenté par la photo dans le haut à droite, a une certaine importance dans certaines régions très spécifiques. C'est pas des facteurs que vous allez voir avoir une importance sur les moyennes provinciales ou nationales, mais dans certaines régions, dans certaines situations spécifiques, si vous avez une région qui compte beaucoup au niveau énergétique, qui produit de l'énergie, bien cet effet richesse-là va avoir un impact qui va se répercuter sur la valeur des terres. Même chose si vous êtes dans une situation, par exemple, dans la région, autour de la région du Grand Toronto, qu'on appelle en Ontario,
et vous avez un phénomène un peu d'étalement urbain qui va avoir un impact pour cette région-là, mais qui n'aura pas nécessairement un gros impact lorsqu'on parle de moyenne provinciale. Certaines industries, dans le bas de la diapo, ce que je veux illustrer, c'est que certaines industries qui continuent à peut-être à étaler là, ou à acheter, si vous voulez, ou à élargir leur fond de terre. Dans le secteur, on n'a pas encore nécessairement une grosse croissance dans le secteur du bovin, mais par contre, dans l'ouest du pays, c'est quelque chose que l'on voit qui a un impact dans certaines régions sur la valeur des terres. Secteur avicole, on a vu certaines entreprises qui ont augmenté leur fonds de terre, donc ceci peut avoir aussi un impact très localisé sur la valeur des terres agricoles dans son ensemble. Finalement, les perspectives pour moi restent positives. J'ai mis en évidence certains facteurs à surveiller pour être sûr qu'on est capable de soutenir l'augmentation qu'on a vue dans les dernières années. Et la réponse va être en fonction du revenu agricole. Si on est capable de soutenir le revenu agricole et on a des perspectives qui restent toujours positives en termes de croissance future, et pour moi, on est capable de soutenir la valeur des terres que l'on a enregistrées dans les dernières années. Si les perspectives en venaient qu'à changer, pour n'importe quelle raison, qu'on arrive avec une baisse de la demande au niveau mondial pour les denrées agricoles, ou une météo qui est très, très, très favorable et qui augmente la production dans plusieurs régions importantes dans le monde, peut-être que les perspectives pourraient changer. Et en ce moment, les perspectives restent toujours positives. Ceci étant dit, il faut porter attention dans un contexte où la valeur des terres va commencer à se stabiliser et que le revenu va probablement avoir un impact, qu'une diminution potentielle du revenu pourrait avoir un impact sur la valeur de ces terres-là. Mais il faut rester, en termes de gestion financière, il faut rester à l'affût. Et puis, pour faire un peu de la promotion de ce qu'on a fait pour tout le mois de mars, si vous allez sur le site web de FAC, à fac.ca, vous allez voir sur la tribune agroéconomique que l'on gère, vous allez voir une emphase pendant tout le mois de mars sur ce qu'on a appelé nous autres des finances en pleine forme. Donc, pendant tout le mois de mars, on a fait une série de billets sur notre blog qui fait état de certains concepts en finance ou en gestion financière agricole qui sont importants. Probablement que la plupart de ces concepts-là, pour les gens ici qui assistent au webinaire, vont être déjà des concepts connus, mais ça permet de lire simplement ou certaines, comme par exemple, si on parle d'état des résultats de revenus, dépenses d'exploitation, quelles sont les prévisions en termes de revenus? Quelles sont les prévisions en termes de dépenses d'exploitation? Quelles sont les prévisions pour 2017, etc. Donc, tout ça peut-être peut faire réfléchir certaines personnes ou certains gestionnaires à leurs propres entreprises et voir certains ratios comme la liquidité, fonds de roulement, des ratios importants. Lorsqu'on voit certains changements sur les marchés, le fonds de roulement reste la première ligne de dépense. Donc, tout ceci, des concepts, je pense, qui sont de base, mais néanmoins importants à garder en tête au fur et à mesure qu'on commence à avoir le début d'un nouveau cycle. Le cycle de croissance important pendant 10 ans. On voit maintenant une certaine stabilisation des revenus. Donc, il va être important de garder un œil sur si on est capable maintenant de continuer et de stabiliser ces revenus-là à un niveau intéressant que l'on a atteint dans les dernières années.